Lors d'un dîner de famille avec mon fils et ma belle-fille, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Lève-toi et pars maintenant. Ne dis rien à ta belle-fille. J'ai décidé d'écouter et j'ai découvert quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Quelques jours plus tard, la police a frappé à leur porte. Je suis contente que tu sois là. Reste jusqu'à la fin de mon histoire et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu me regardes. Je veux savoir où en est cette histoire. De la mousse de savon recouvrait mes mains dans les ruelles, tandis que je lavais soigneusement le verre à vin préféré de mon défunt mari. Pour la 3e fois cette semaine, j'avais conservé ma vieille habitude nocturne de laver une assiette, une fourchette, un verre comme pour marquer la fin d'un autre dîner solitaire. La cuisine m'a soudain semblé immense, étrangement vide, sans son doux bourdonnement lorsqu'il m'aidait à cuisiner. Sans ses réprimandes affectueuses, chaque fois que je laissais des miettes de pain partout sur la table. Je sais que j'ai pris le verre et que je l'ai posé dans l'égouttoir, à sa place habituelle, comme un petit coin sacré pour me souvenir des beaux jours depuis longtemps révolus. Le réfrigérateur ronronnait comme un air solitaire, orné de vieilles photos délavées, maintenues ensemble par des aimants dépareillés. Mon regard est tombé sur une photo. Massia, mon fils, le jour de sa remise de diplôme. Il avait à peine 17 ans. Il souriait jusqu'aux oreilles dans sa toge. Ses épaules étaient encore fines, la main de José posée dessus. Tout cela avant que tout ne s'écroule, avant les disputes, avant que l'argent et le silence ne s'immiscent entre nous. Soudain, le téléphone a sonné d'une voix stridente, coupant le fil des souvenirs qui m'entouraient. Je me suis dépêchée de trouver un chiffon pour m'essuyer les mains, la sonnerie continuant sans relâche. J'ai décroché, sentant le froid du téléphone fixe contre ma paume à travers mes lunettes. Il a plissé les yeux en regardant le numéro à l'écran. Mon cœur s'est serré. C'était Massia. Pendant quelques secondes, je suis restée immobile. 5 ans de silence entre mère et fils, aussi long qu'un océan. La dernière fois qu'on s'est parlé, il est parti en trombe quand j'ai refusé de lui prêter de l'argent pour investir dans une entreprise que je considérais comme risquée. José aurait sûrement mieux géré la situation que moi. Il savait toujours dire la bonne chose au bon moment. Bonjour. Ma voix était rauque. Plus grave que je ne l'aurais cru. Maman, la voix de Massia avait ce ton hésitant d'autrefois, comme quand il était enfant. Il cassait quelque chose d'important et ne savait pas s'il allait se faire gronder. C'est moi. C'est moi. Je serrais le téléphone fort, sentant mon cœur battre si fort qu'il voulait sortir de ma poitrine. Massia, je ne pensais pas. Je sais, maman. Je sais qu'il hésitait, et j'entendais sa respiration à l'autre bout du fil. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Je me dirigeais lentement vers mon fauteuil habituel. Celui que José avait insisté pour que j'achète parce qu'il soutenait bien mon dos. Le cuir était usé et brillant, témoin de toutes ces nuits blanches passées à regarder les informations et ces dimanches matins à faire des mots croisés. « Ça va, mon fils ?» demandai-je. « Je vais bien, maman. »« Vraiment ? Très bien. » Isabella et moi discutions, et nous avons réalisé combien l'époque où tu étais avec nous manquait. J'ai senti mon cœur s'emballer. « On te manque ? » Tu te souviens. Ce mot m'est revenu à l'esprit. La famille flottait dans l'air, lourde et pleine de douleur. La famille. Ce qui nous unissait avant que l'orgueil, l'argent et le silence obstiné n'érigent des murs froids. Il me manque aussi, répondis-je, surprise que la vérité sorte de ma bouche comme ça. Maman. Veux-tu dîner avec nous ? Isabella a dit qu'elle voulait préparer le ragoût de bœuf que tu as toujours aimé. Et nous pourrions parler. Enfin, vraiment parler, gentiment et calmement, comme avant. J'ai regardé la photo de famille sur la table à côté de moi. Massia, Isabella, José et moi à leur mariage il y a 10 ans. Avant que tout ne s'écroule, José disait qu'en famille, on trouverait toujours un moyen de se retrouver, quoi qu'il arrive. Il fallait juste du temps. Quand j'ai demandé « mon fils », j'ai su. Je sais que c'est un peu rapide, mais Isabella a déjà commencé à cuisiner ce soir, et on ne veut plus attendre. On a vraiment envie de te voir. J'ai entendu quelque chose dans sa voix qui m'a attendri. Un sentiment de fragilité que je connaissais bien. Comme quand il était enfant et qu'il se blottissait dans mes bras en tremblant quand il grondait dehors. Peut-être que José avait raison. Peut-être que mon cœur pourrait guérir. Quelle heure, mon fils ? Ai-je demandé. 19h30. Je t'enverrai l'adresse. On a déménagé à Monterrey l'année dernière. Monterrey ? Un endroit avec beaucoup de quartiers résidentiels chers, me suis-je dit. Mais Massia a toujours été ambitieux comme ça. Bon, j'y vais. Sa voix s'est adoucie. Merci, maman, de nous avoir donné une autre chance. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence, tandis que la pièce commençait à se remplir d'ombre. J'ai pris la photo de famille d'une main tremblante. José m'a souri depuis le cadre.
J'entendais presque sa voix murmurer. Il est temps, Elena. Il est temps de rentrer. Le ton final de l'appel laissa un étrange silence en moi, non pas vide, mais plein d'espoir. Je reposai la photo sur la table et me levai de ma chaise avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce soir serait différent. Ce soir, j'aurais de nouveau mon fils à mes côtés. À l'étage. Ma chambre ressemblait à un musée de souvenirs. Les livres de José étaient toujours soigneusement rangés sur l'étagère, la poussière flottant dans la lumière du soir qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. J'ouvris le placard. Je passai la main sur les vieilles chemises et les pulls usés, jusqu'à ce que mes doigts touchent la robe bleu marine. Encore dans sa pochette plastique. Je sentis le tissu épais et ferme entre mes doigts. C'était un mélange de laine que José avait insisté pour choisir lorsqu'il m'avait surprise avec cette robe pour la remise des diplômes de Massia. « Il te faut quelque chose d'élégant pour les grandes occasions », me dit-il en ajustant soigneusement l'épaule de la robe. « Et si notre fils obtenait son diplôme ?» J'ai posé la robe sur le lit et me suis souvenu fièrement de ce jour, où j'étais entré dans l'auditorium au bras de José, regardant Massia traverser la scène avec lui. Cette robe m'avait accompagné à tant de fêtes, de dédicaces, d'anniversaires, et aussi lorsque j'étais allé remplir le certificat de décès de José. Ce soir-là, j'allais vivre un autre moment décisif. L'eau chaude de la douche détendait des muscles que j'ignorais avoir contractés toutes ces années pendant que je me brossais les cheveux. Soudain, j'ai retrouvé mon reflet dans le miroir. Des yeux brillants d'espoir. Quand avais-je vieilli? Les rides autour de mes yeux s'étaient creusées et des cheveux gris couvraient désormais entièrement mes tempes. Massia l'avait-il remarqué? Isabella avait dû remarquer ma solitude devant le meuble lavabo de la salle de bain. Le flacon de parfum Chanel numéro 5 était toujours là. C'était un cadeau de Noël que José m'avait offert. Je l'ai touché délicatement, je l'ai pris et j'en ai vaporisé quelques parties de ma robe. Une fois habillée, je me suis placée devant le miroir pour m'examiner une dernière fois. La robe m'allait toujours, bien qu'un peu plus ample. J'ai choisi une bouteille de tequila vieillie dans le placard comme cadeau de réconciliation, pour clore les affaires du passé et apporter un peu d'espoir pour l'avenir. Je suis descendue du bus à la gare routière centrale de Monterrey juste à 20h. La longue nuit passée dans le véhicule m'avait épuisée, mais la douce lumière du matin m'a apaisé les idées. J'ai traîné ma vieille valise et j'ai attendu un moment, cherchant du regard qui viendrait me chercher. Peu après, j'ai aperçu un homme en uniforme noir et portant un badge au nom de Daniel, debout à côté d'un SUV rutilant, brandissant une pancarte sur laquelle était écrit « Madame Elena ». Je me suis approchée et j'ai légèrement hoché la tête. Daniel a incliné la tête en guise de salut et m'a dit d'une voix courtoise « Bonjour. Je suis venu vous chercher à la demande de Monsieur Massia. » Il a pris ma valise avec précaution, l'a déposée dans le coffre et m'a ouvert la portière. Pendant le trajet, Daniel a engagé la conversation d'un ton calme, comme pour détendre l'atmosphère. « Monsieur Massia est très occupé, mais il est très gentil. Vous êtes sa mère, n'est-ce pas ?» Je répondis simplement par un « oui », timide, les yeux rivés sur la fenêtre. Les larges avenues de Monterrey se déroulaient devant moi, bordées de maisons majestueuses comme des châteaux, de grilles en fer forgé et de jardins luxuriants taillés avec la précision de terrains de golf. Je me disais que Massia devait bien vivre. J'étais en partie heureuse pour lui, mais cette sensation d'éloignement me pesait encore. La voiture s'arrêta devant un portail automatique. Il s'ouvrit lentement, révélant une demeure d'un blanc immaculé au toit de tuiles rouges et bordé d'arbres feuillus. Isabella attendait à la porte d'entrée, vêtue d'une robe de soie couleur crème, souriante comme si la distance n'avait jamais existé entre nous. Elle s'approcha et dit doucement. Le voyage ne la fatiguait pas. « Maman, entre, s'il te plaît. » Pas un mot sur le passé. Pas d'excuses, pas de gestes de proximité exagérés. J'acquiesçai et la suivis, serrant fermement la poignée de mon sac en cuir. Isabella me conduisit dans un couloir de marbre bordé de tableaux abstraits de luxe sur les deux murs. Une légère odeur de parfum flottait dans l'air, me donnant un léger vertige. Une femme d'un certain âge, vêtue d'un uniforme de service, s'inclina en guise de salut en passant devant moi. Elle ne dit rien. Elle hocha légèrement la tête, mais son regard perçant attira mon attention. « Isabella me la presenta. » C'est Luisa, notre femme de chambre. Je lui rendis son geste d'un léger hochement de tête, même si le regard de Luisa semblait vouloir me dire quelque chose. Massia sortit du salon et s'approcha rapidement de moi pour me serrer dans ses bras. « Je suis content que tu sois venue, maman, » dit-il avec émotion. Je répondis simplement. Moi aussi. Son étreinte était chaleureuse, mais je ne pus m'empêcher de ressentir une certaine étrangeté. Cela faisait trop longtemps. Isabella intervint aussitôt d'un ton enjoué. Nous préparâmes le plat préféré de maman, la cochinita pibil, ce porc à la mode du Yucatan dont elle fait toujours l'éloge.
Je souris légèrement, essayant de dissimuler un malaise grandissant. Isabla me conduisit au 2e étage et me désigna une chambre élégante avec un balcon donnant sur le jardin. Le lit était recouvert de draps blancs immaculés et de doux rideaux de soie. Mais la pièce était vide, vide de tout effet personnel. « Maman, repose-toi, dit-elle, et elle partit. Je posai mon sac en cuir sur la table et l'ouvris pour vérifier la bouteille de tequila. Elle était toujours enveloppée dans le mouchoir brodé, sans une seule fissure. Je soupirai de soulagement, refermai le sac et m'assis au bord du lit, contemplant le jardin. Les rosiers rouges brillaient au soleil, mais je ne ressentais aucune paix. Cet après-midi-là, on me proposa un repas léger, un atoll de riz mexicain au délicieux parfum, accompagné d'une assiette de fruits frais. Massia me raconta quelques anecdotes sur le travail et la nouvelle maison, mais je ne l'écoutais pas et ne réagissais guère. Après le déjeuner, on me fit visiter la maison. Le bureau de Massia était rempli de livres et de papiers. Son bureau était si bien rangé que cela me mit la puce à l'oreille. L'atelier d'Isabla embaumait l'odeur de la peinture à l'huile, et des tableaux aux couleurs vives étaient accrochés à tous les murs de la terrasse. Le bassin à carpe koi scintillait au soleil. Les poissons nageaient tranquillement. Je restais silencieuse, mémorisant chaque détail, sans rien dire. On m'invita à prendre le thé dans le salon. « Maman, assieds-toi ici. On va à la cuisine préparer le dîner, » dit Isabla, et avec Massia, elle disparut derrière la porte de la cuisine. Je restai seule, ma tasse de thé à la main, à contempler la luxueuse pièce. Tout était parfait, mais je ne ressentais qu'une froideur. Louisa apparut avec un autre plateau de biscuits. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle posa le plateau. Elle laissa discrètement un dessous de verre en tissu et partit. Je soulevai le dessous de verre et vis une phrase écrite au crayon, « Ne bois pas d'alcool ». Mon cœur bondit. Je repliai rapidement le dessous de verre, fis semblant de m'essuyer les mains et le mis dans ma poche. Louisa était déjà partie sans laisser de traces. Je regardai autour de moi et ne vis personne de la cuisine. La douce voix d'Isabla me parvint. « Maman préfère les oignons rouges ou blancs pour la salsa. » Je répondis au hasard « violet », mais je n'y pensais plus. Le message de Louisa m'avait figé. Pourquoi me mettait-elle en garde contre l'alcool? Parlait-elle de la tequila que j'avais apportée ou d'autre chose? Je me levai, rhabillai mes vêtements et sortis sur le balcon pour respirer. Le soleil se couchait derrière la colline, teintant la maison d'orange et d'or. Je pensais que ce serait un dîner de retrouvailles familiales, mais maintenant, chaque pas me pesait. Quelque chose clochait, et je savais que je devais faire attention. Le dîner était dressé sur une longue table, une nappe blanche miroitant à la lueur des bougies. L'argenterie brillait, et les verres en cristal reflétaient la teinte ambrée de 2 bougies parfumées à chaque extrémité. J'étais assis au centre, pris entre 2 mondes. Massia était à ma gauche, souriant chaleureusement, quoiqu'un peu forcé. Isabla était à ma droite, agitant ses longues mains délicates comme une danseuse. L'atmosphère était tendue, mais je gardais un visage serein. Isabla se leva et apporta la bouteille de tequila que j'avais rapportée de Guadalajara. « Cette bouteille est vraiment spéciale, n'est-ce pas, maman? On devrait la boire en début de dîner, pour qu'elle se marie bien, » dit-elle avec un sourire radieux. Elle ouvrit la bouteille, et d'un geste lent et prudent, versa l'alcool dans 3 verres en cristal. J'y jetai un coup d'œil rapide. La bouteille ne semblait rien contenir d'inhabituel, mais je remarquai sa main qui touchait étrangement le fond, comme si elle vérifiait quelque chose. Je serrai les poings sous la table, me souvenant du message de Louisa, « Ne bois pas d'alcool ». Mon cœur battait fort, mais je gardai l'air serein. Le dîner commença par une cochinita pibil. L'arôme du porc rôti emplissait l'air du même parfum que celui que je préparais pour Massia quand il était enfant. J'en pris une bouchée, mâchant lentement, et demandai « Qui a cuisiné ça ?» Isabla sourit et répondit aussitôt. Je l'avais appris sur un bloc de cuisine. Heureusement, maman a apprécié. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu méfiante. Massia a levé son verre pour m'inviter à boire. Maman gout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué ensemble. J'ai trinqué avec le sien, mais je me suis contentée d'humecter mes lèvres sans avaler. Il m'a resservi du vin, même si le verre était encore à moitié plein. Bois, mama. On ne gaspille jamais un si bon vin, a-t-il dit d'un ton un peu précipité. Isabla m'a tendu un verre de jus d'orange et a commenté, c'est parfait pour faire passer l'alcool, mama. Gout. J'ai pris le verre, mais j'ai fait semblant de le boire en les observant du coin de l'œil. Ils riaient et discutaient, mais leurs regards glissaient vers moi comme s'ils attendaient quelque chose. L'atmosphère du repas était emplie de flatteries exagérées. Maman a l'air bien plus jeune qu'elle ne l'est, a dit Isabla d'une voix douce et mielleuse. C'est vrai.
Elle est toujours aussi futée, ajouta Massia en riant bruyamment. Je répondis simplement par un « ou », essayant de ne pas laisser transparaître ma méfiance. Mais après le plat principal, Isabella demanda soudain, « Maman, tu as dit que tu avais encore toutes les actions de la chaîne de restaurants, n'est-ce pas ?» La question lui fit l'effet d'un couteau dans la poitrine. Matthias intervent aussitôt. Si tu penses à prendre ta retraite, on s'occupe de tout. On veut juste que tu te reposes et que tu profites de tes vieux jours. Tu as déjà trop travaillé, répondis-je doucement. Je n'y avais pas encore pensé, mais le ton de leur voix, leur façon directe et précipitée de me demander me glaça le sang. Que voulais esto? La chaîne de restaurants était le fruit du travail de José et du mien, un travail que j'avais tant travaillé à protéger pendant tant d'années. Massia le savait très bien. Alors pourquoi parlait-il comme s'il voulait que j'abandonne si facilement? Soudain, le téléphone dans la poche de mon manteau, accroché à la chaise, s'est mis à vibrer sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil à Massia et Isabella. Ils riaient encore tous les deux, mais leurs yeux semblaient fixés sur moi. Je me suis levée en prétextant, je vais chercher une serviette. En décrochant, j'ai vu 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Puis un SMS est arrivé. Une seule ligne en majuscule, lève-toi et pars maintenant. Ne dis rien à ta belle-fille. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai levé les yeux et j'ai vu Massia et Isabella me fixer. Isabella souriait, mais ce sourire semblait plus faux que jamais. J'ai essayé de garder une voix calme et j'ai dit, j'ai un peu le vertige. Le vin était peut-être trop fort. Je me suis adossée à la chaise, feignant de perdre l'équilibre. Massia s'est immédiatement levée et m'a offert son bras. Laisse-moi t'emmener, maman. J'ai retiré sa main et esquissé un léger sourire. Pas besoin. Je peux y arriver toute seule. Je suis sortie de la salle à manger à pas lents, même si la tête me tournait. Qui avait envoyé ce message? Louisa. Ou quelqu'un d'autre dans cette maison. Je l'ignorais, mais mon instinct me disait que s'il m'arrivait malheur, ça arriverait. J'ai franchi la porte de la salle à manger lentement, en essayant de paraître calme, même si mon cœur battait fort au lieu de me diriger vers la salle de bain, comme je l'avais dit. Je me suis glissée dans la cuisine. Elle était spacieuse mais vide, éclairée seulement par la faible lumière d'une applique qui éclairait les casseroles en cuivre rutilante. Le goutte-à-goutte régulier d'un robinet mal tourné rythmait mon cœur. Je suis restée là, mon téléphone serré, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le message mystérieux. Les mots de Louisa. L'urgence dans les yeux de Massia et d'Isabella. C'étaient toutes les pièces d'un puzzle que je ne comprenais toujours pas. Soudain, une silhouette apparut dans l'embrasure de la 4e réserve. C'était Louisa, la bonne. Elle sortit silencieusement, le regard perçant mais plein d'inquiétude. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle se dirigea rapidement vers la porte de la cuisine et l'ouvrit. Une bouffée d'air frais du jardin entra, apportant une odeur d'herbe fraîchement coupée. Elle me désigna l'extérieur du doigt, me faisant signe de partir. Je la regardai, essayant de lire quelque chose dans ses yeux, mais elle hocha légèrement la tête, comme pour me signifier que je n'avais pas le temps pour des explications. J'inspirai profondément, franchis le seuil et me sentis pénétrer dans une obscurité inconnue. Le jardin était vaste. Les rosiers n'étaient plus que des silhouettes noires au clair de lune. Je me glissai le long de la clôture en bois sur le côté, en prenant soin de ne pas marcher sur les branches sèches qui pourraient faire du bruit. Je jetai un coup d'œil vers le manoir et remarquai qu'il y avait des caméras de sécurité à l'entrée, mais pas dans le jardin. C'est peut-être pour cela que Louisa avait choisi cet itinéraire. J'ai accéléré le pas, les pieds enfoncés dans l'herbe douce et les paumes moites de sueur. Je ne savais pas ce que je fuyais, mais ce texto, les mots de Louisa et mon intuition me disaient qu'il n'était pas prudent de rester. Arrivé dans l'allée derrière le jardin, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application pour commander un taxi. Mes mains tremblaient tandis que je tapais l'adresse, choisissant un point de rendez-vous à un pâté de maison. Le taxi est arrivé quelques minutes plus tard. Une vieille voiture avec une légère odeur de cigarette. Je suis montée à bord et j'ai dit au chauffeur, n'allumez pas la lumière à l'intérieur. Il a hoché la tête sans poser de questions et est parti en silence par la fenêtre. J'ai regardé la maison s'éteindre avec la lumière des fenêtres, comme si elle me suivait du regard. Alors que la voiture avait déjà parcouru une bonne distance, j'ai appelé le numéro inconnu qu'elle m'avait envoyé. Le message sonna 2 fois, et une voix grave et brève répondit, « Je l'ai découvert par hasard. Votre fils et sa femme projettent de vous empoisonner puis de vous forcer à signer le transfert de la chaîne de restaurants. Quand votre esprit sera affecté. » Il ne prononça pas son nom, mais chaque mot fut comme un coup de poignard en plein cœur. J'agrippai le téléphone et demandai, « Où sont les preuves? Pourquoi devrais-je vous croire ?» La personne répondit aussitôt. « Ils ont mis la drogue dans le vin. Les documents sont déjà imprimés. »
Ils n'attendent que votre signature. Je n'ai aucune preuve directe pour l'instant. Mais réfléchissez. Ne trouvez-vous pas étrange que votre fils, après 5 ans sans nouvelles, vous appelle soudainement et vous demande de venir immédiatement? Je restai silencieuse, la tête qui tournait. L'inconnu poursuivit sur un ton pressant. Massia a beaucoup de dettes. Il envisage de vendre les biens qu'il possède pour rembourser les créanciers. S'il ne rembourse pas dans 10 jours, la maison où ils vivent sera saisie. Isabella a tout prévu. Elle guette vos moindres réactions. Si vous restez, vous signerez sans savoir ce que vous signez. J'ai raccroché sans rien ajouter. Ces paroles étaient comme un vent glacial qui m'a traversé, me faisant frissonner. Massia, le fils que j'avais porté dans mes bras, celui à qui j'avais appris à tenir une cuillère. Maintenant, il voulait me faire du mal. Et qui était Isabella pour oser planifier une chose pareille? Je ne voulais pas y croire, mais les petits détails, leurs regards, leur façon de me harceler pour des boissons, les questions sur la chaîne de restaurants, tout collait avec l'avertissement. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter dans un petit quartier près du centre-ville de Monterrey. J'ai loué un appartement délabré aux murs tachés et au lit qui grinçait. La propriétaire, une femme âgée aux cheveux blancs, m'a tendu la clé sans poser de questions. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert mon téléphone pour consulter mon compte en banque. Tout était intact, mais je n'osais pas me montrer trop confiante. J'ai envoyé un SMS à Amelia, mon avocate à Guadalajara, qui nous avait aidés, José et moi, avec les formalités administratives pendant 20 ans. Amelia, j'ai besoin de ton aide. Transfère le contrôle légal de la chaîne de restaurants à un tiers. C'est urgent. Je ne lui ai pas expliqué grand-chose. Juste assez pour qu'elle comprenne que la situation était grave. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le téléphone vibrait sans arrêt. Massia a appelé 5 fois, à chaque fois à quelques minutes d'intervalle. J'ai vu l'écran s'allumer avec son nom, bien sûr, mais je n'ai pas répondu. Puis Isabella a appelé 2 fois avec un message. Maman. Elle va bien. Pourquoi a-t-elle disparu soudainement? Je suis tellement inquiète. Ne nous fais pas peur comme ça. Des mots doux. Mais ils me semblaient faux. J'ai éteint le téléphone et l'ai jeté sur le lit. Je suis restée là, dans cet étroit 4e étage, la lumière du jour filtrant par la fenêtre et projetant mon ombre sur le mur. Je me suis couvert le visage, essayant de retenir mes larmes. Massia était mon âme. Le fils pour qui j'avais sacrifié toute ma vie. Comment avait-elle pu me faire ça? Je ne voulais pas y croire, mais la vérité se révélait lentement, froide comme un couteau. Le lendemain matin, j'ai quitté l'auberge dans le brouillard encore présent. Les rues de Monterrey étaient animées, mais je cherchais simplement un coin tranquille pour tout régler. J'ai retrouvé Amelia, mon avocate, dans un petit café niché dans une ruelle. L'endroit n'avait que quelques vieilles tables en bois et une odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Amelia était déjà là, ses cheveux blancs attachés en arrière, ses lunettes à monture fine perchées sur son nez. Quand je suis entrée, elle a levé les yeux avec un air sérieux qui ne masquait pas son inquiétude. « Elena va bien ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse de café. J'acquiesçai. Je m'assis et posai une clé USB sur la table. Voici toute la documentation relative aux actifs, aux contrats et aux anciennes procurations. Examinez-les et dites-moi s'il y a un risque. Amelia brancha la clé USB sur son ordinateur portable et examina chaque fichier avec la rapidité de quelqu'un qui travaille dans le secteur depuis des décennies. Elle resta silencieuse. Je bus une gorgée de café, mais l'amertume ne me dissipa pas. Au bout de quelques minutes, Amelia fronça les sourcils et tourna l'écran vers moi. Il y avait une demande d'accès au registre du commerce de la chaîne de restaurants datant d'il y a 2 jours. L'adresse IP était incertaine. Elle ne provenait pas du notaire avec lequel nous collaborons. Elle tapa encore quelques fois et désigna un autre fichier. Et ça? Une ébauche de session de tout le système du restaurant. La section réservée aux signataires indiquait Elena G. Avec une signature identique à la vôtre. Mais je sais que vous n'avez jamais rien signé de tel. J'avais le sang-froid. Comment ont-ils obtenu ma signature? J'ai demandé d'une voix rauque. Amelia a secoué la tête. Il pourrait s'agir d'un faux ou d'un vieux document. Mais visiblement, quelqu'un essaie de bâcler la séance. Je me suis souvenu du bout de papier de Luisa avec la mention « Ne buvez pas de vin » écrite à la hâte. Je l'ai sorti de ma poche et l'ai tendu à Amelia. Je crois que la personne qui m'a envoyé un SMS était Luisa, la gouvernante de Massia. Elle est au courant de ce plan. Amelia a pris le papier, l'a lu attentivement et a hoché la tête. C'est une preuve importante. Guardezla preciosament. J'en enverrai un scan au notaire aujourd'hui pour servir de témoignage.
Nous devons enregistrer une ordonnance de blocage du transfert de biens dans les 48 heures avant que des documents falsifiés ne soient présentés. J'ai quitté la cafétéria, la tête qui tournait, mais plus déterminée que jamais. Je me suis rendue directement dans un petit bureau de la banlieue de Monterrey, où travaillait Ruben, un ancien détective. Ruben était un client régulier du restaurant que José et moi tenions. Un homme discret, mais digne de confiance. En poussant la porte, je le trouvai assis derrière un bureau en désordre, couvert de papier, une tasse de café froid à la main. « Sonora Elena, ça fait longtemps, » dit-il en se levant pour me serrer la main. Je ne mâchai pas mes mots et allai droit au but. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur Isabla, ma belle-fille. Qui est-elle? Quelles sont ses dettes? Quel est son passé? J'ai besoin de tout savoir. » Ruben hocha la tête et nota rapidement des informations dans un carnet. « J'aurai les informations dans 2 jours. Dites-moi où la trouver. » Je lui donnai le nouveau numéro de téléphone que j'avais acheté le matin même et je partis. Le soir même, je quittai la vieille pension, craignant que Massia ou Isabla ne me trouvent. Je louai un petit appartement dans une maison d'hôte dans un quartier résidentiel d'Apodaca, non loin du centre-ville de Monterrey. Le propriétaire, un homme d'âge moyen au sourire amical, ne me demanda rien lorsque je lui donnai un faux nom. La chambre était exiguë, avec un lit simple, une petite table en bois et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. J'ai fermé la porte, tiré les rideaux et me suis assis pour tout examiner. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux ni répondu aux appels de Massia ou d'Isabla. Mon vieux téléphone, déjà éteint, était rangé dans mon sac à main. Je savais que si je révélais où je me trouvais, la situation pourrait empirer. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil filetaient à travers les rideaux du petit 4e étage d'Apodaca, mon téléphone a vibré. C'était Ruben, sa voix grave et un peu rauque, comme s'il venait de se réveiller après une nuit de travail. « Madame Elena, j'ai d'autres informations sur Isabla et Massia, » a-t-il dit. Je me suis redressé d'un bond, serrant le téléphone contre moi, prêt à entendre ce qui, je le savais, me briserait le cœur. Ruben n'a pas mâché ses mots. Isabla n'a pas d'emploi stable. Il y a 3 ans, elle a été impliquée dans la faillite d'une entreprise à Publa. Elle est également associée dans un casino clandestin et a des liens avec un gang d'usuriers du quartier. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. « Et Massia ?» ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Il n'est pas clean non plus. Son nom est sur liste noire pour une dette de 2 millions de pesos d'il y a 2 ans. Avec les intérêts courus. Maintenant, la dette a doublé. J'ai raccroché et laissé le téléphone sur la table, les mains tremblantes. Ce que Ruben m'a dit a non seulement confirmé mes soupçons, mais a été comme un nouveau coup de poignard en moi. Massia, le fils que j'avais élevé avec tant d'attention, en qui j'avais placé mes espoirs de perpétuer l'héritage de son père, était désormais enlisé dans les dettes et la conspiration. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer, mais la sensation d'étouffement persistait. J'ai sorti le mot que Luisa m'avait donné et j'ai relu « Ne bois pas de vin ». J'ai appelé le numéro inconnu qui m'avait averti. Cette fois, la voix de Luisa était claire et ferme. Sonora Elena savait qu'elle allait m'appeler. Elle parla d'un ton sérieux mais déterminé. Massia avait demandé de l'argent par l'intermédiaire d'un groupe criminel organisé. Il comptait non seulement la tromper pour lui soutirer ses biens, mais aussi utiliser son nom pour hypothéquer temporairement les biens de la chaîne de restaurants afin de rembourser une partie de la dette. J'entendis le couple discuter dans la cuisine de leur projet de mettre quelque chose dans son vin et de la façon dont il la forcerait à signer des documents. Je ne pouvais pas laisser faire. Je serrai le téléphone fort, ressentant un mélange de gratitude et de douleur. « Pourquoi prendre ce risque, Luisa ?» demandai-je. Elle répondit, « Parce que moi aussi, j'ai été trahie par ma propre famille. Je ne veux pas que tu subisses le même sort. » Je la remerciai et raccrochai. J'avais la tête qui tournait, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. Le téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Mais cette fois, c'était la voix grave et professionnelle d'un homme qui se présenta. L'agent d'achat, chef de la police de Monterrey. « Madame Elena, nous avons reçu un signalement anonyme concernant une tentative d'empoisonnement vous concernant. Nous avons besoin que vous veniez témoigner. Vous pourriez vous présenter au poste demain matin. » J'ai immédiatement accepté et convenu de vous voir à 8 heures. Je savais que ce signalement anonyme pouvait provenir de Luisa, mais je n'ai pas posé d'autres questions. Je voulais juste que la vérité éclate. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise dans ma chambre à la pension, consultant les emails d'Amelia concernant le gel des avoirs, le téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'Isabla. « Maman, ne vous fâchez plus. On s'inquiète seulement pour vous. » Des mots doux. Mais ils me semblaient faux. J'ai répondu, tapant chaque mot avec retenue. « Prenez soin de vous.
N'envisagez même pas d'abuser de ce qui m'appartient. Quelques minutes plus tard, un autre SMS d'Isabla est arrivé, sur un ton complètement différent. Si vous pensez pouvoir vivre en paix après nous avoir jetés à la rue, vous vous trompez lourdement. J'ai lu le message et j'ai senti un nœud dans ma poitrine. Il n'y avait plus aucun doute. Isabla avait révélé ses véritables intentions. Non seulement elle voulait la chaîne de restaurants, mais elle était prête à me menacer. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai laissé sur la table et j'ai essayé de garder mon calme. J'ai sorti la bouteille de tequila de mon sac en cuir, je l'ai posée sur la table et je l'ai regardée comme une relique douloureuse. Cette bouteille était le dernier cadeau de José. Quelque chose que j'avais apporté dans l'espoir de réconcilier la famille. Maintenant, c'était devenu un élément d'un plan de trahison. J'ai passé ma main sur le mouchoir brodé qui l'enveloppait. Me souvenant de l'époque où je brodais chaque point pour Massia, je pensais qu'il apprécierait, qu'il comprendrait l'amour que je lui portais. Mais maintenant, tout cela était du passé. Je me suis levée et suis allée sur le petit balcon de ma chambre. Dans la ruelle en contrebas, des enfants jouaient au ballon. Leur rire résonnait. J'ai pris une grande inspiration, essayant de soulager mon cœur. Je ne pouvais pas laisser Massia et Isabla gagner. Je devais protéger ce que José et moi avions bâti. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les années d'efforts qu'il avait fallu pour avoir cette chaîne de restaurants. Je suis retournée à l'intérieur. J'ai vérifié à nouveau les emails d'Amélia. Elle m'a confirmé que l'ordre de gel avait déjà été envoyé, mais qu'elle avait besoin de plus de temps pour le finaliser. Je lui ai répondu en lui demandant d'accélérer le processus. Ce soir-là, je me suis allongée sur le lit dur, les yeux ouverts, les yeux fixés au plafond. Le chant des insectes à la fenêtre me rappelait les nuits de Guadalajara, quand José était encore en vie et que Massia n'était qu'un enfant courant dans ma cuisine. Ces souvenirs me semblaient désormais un luxe lointain. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur lourd. Le lendemain matin, je suis entrée au commissariat de Monterrey. Un bâtiment gris avec de longs couloirs et une odeur de café rassis flottant dans l'air. L'agent Daza, un homme granté à la voix grave, m'a accueilli dans une petite salle de réunion. Il était assis en face de moi, un dossier à la main et un regard perçant, sans être froid. J'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai tout raconté. L'appel mystérieux, le comportement étrange de Massia et Isabla pendant le dîner, le rôle de Luisa, le message d'avertissement et même l'enregistrement de la conversation avec Isabla. Je lui tendis le papier de Luisa et une copie des messages, les mains tremblant légèrement en les posant sur la table. « C'est tout ce que j'ai, dis-je d'une voix rauque. Je veux juste connaître la vérité et protéger ce qui m'appartient. » Dasha hocha la tête et feuilleta les documents. Nous allons ouvrir une enquête pour complot en vue d'escroquerie, falsification de documents, maltraitance envers les personnes âgées et possiblement empoisonnement, dit-elle. Mais pour les arrêter, nous avons besoin de preuves sur les lieux, notamment qu'ils vous forcent à signer des papiers ou tentent de vous empoisonner. Elle s'arrêta et me regarda. Nous proposons un plan. Vous retournez au manoir, faites semblant de pardonner et acceptez de signer la procuration. La police sera postée dehors, prête à intervenir. Je fronçai les sourcils, sentant un malaise monter. C'est très dangereux, dis-je. Dasha hocha la tête. Nous allons garantir ta sécurité. Une policière se fera passer pour ton amie. Elle t'accompagnera comme témoin et enregistrera secrètement. Je lui ai demandé autre chose. Je veux que Luisa soit témoin. Elle sait tout ça par cœur. Daza accepta et nota rapidement la réponse dans son carnet. L'après-midi même, j'envoyai un message à Massia depuis un nouveau numéro. Mon fils, désolé d'être parti comme ça l'autre jour. Je veux revenir dîner ensemble pour qu'on se réconcilie. Je tapais chaque mot d'une main tremblante, comme si je m'engageais dans une partie d'échecs périlleuse. Matthias responded aussitart. Maman, je suis si content. Viens ce soir. On t'y attend. Je lus le message le cœur lourd. Je ne savais pas si j'aurais la force d'affronter ce fils qui avait été tout pour moi. Mais je savais que je ne pouvais pas m'en empêcher. Au crépuscule, je me tenais devant le portail du manoir, aux côtés de l'agent infiltré Carla, vêtue d'une longue robe simple, se faisant passer pour une amie de toujours. Elle sourit et me tapota doucement la main, comme pour me rassurer. Le portail automatique s'ouvrit et Isabelle apparut, toujours dans sa robe de soie crème, le sourire radieux, comme si de rien n'était. « Maman, tu es benjo. » J'étais si inquiète, dit-elle d'une voix douce. Massia sortit du salon et me serra fort dans ses bras. « Merci d'être revenue, maman, » dit-il, les yeux brillants. J'acquiesçai, forçant un sourire, mais intérieurement, j'avais froid. Le dîner était déjà dressé. La table était aussi luxueuse que la dernière fois, avec des nappes blanches recouvertes d'argent et des bougies parfumées. Je m'assis à ma place habituelle,
Massia à gauche et Isabla à droite. Carla était assise à côté de moi, bavardant tranquillement pour maintenir une atmosphère naturelle. Isabla apporta une bouteille de tequila, pas celle que j'avais apportée auparavant, mais une nouvelle. Cette fois, on t'a préparé une boisson spéciale, dit maman en remplissant mon verre. Tu vas boire, maintenant? Demanda-t-elle d'une voix douce, mais avec un regard perçant. Iesuris freudement. Je levai mon verre pour trinquer, mais je m'humectai les lèvres sans en avaler une goutte. Carla fit de même, faisant semblant de boire pour ne pas éveiller les soupçons. Le repas se poursuivit avec des plats familiers, tacos au poisson, salsa aux oignons rouges et une assiette de churros chauds. Je mangeais lentement, observant les moindres gestes de Massia et Isabla. Ils riaient et parlaient de travail, mais je remarquais que leurs regards se posaient souvent sur mon verre, comme s'ils attendaient le plat principal. Alors que je feignais un gros bâillement et que je plissais les yeux comme si j'avais le vertige, Massia posa une enveloppe sur la table. « Maman, on en a déjà parlé, » dit-il doucement. « Ceci est la procuration pour la gestion de la chaîne de restaurants. Ce n'est pas une séance. Les restaurants resteront à votre nom, mais nous les gérerons pour que vous puissiez vous reposer. » J'ai ouvert l'enveloppe et parcouru chaque ligne. Le texte était clair, mais sur la dernière page, une petite clause imprimée en lettres floues me glaça le sang. Transfert total de toutes les actions des sociétés, quelles que soient les circonstances juridiques, dès la signature. J'ai fait semblant d'hésiter, tenant le papier d'une main tremblante. Je dois le lire attentivement, ai-je dit. Massia est intervenue, l'air un peu pressé. Tu n'es pas obligé de tout lire, on s'occupe de la partie juridique. Isabla a souri et a ajouté. Exactement. Tu n'as qu'à signer, maman. J'ai pris le stylo. J'ai regardé Massia droit dans les yeux, puis Isabla dans les yeux. Tu es sûre de ça? Ai-je demandé d'une voix calme. Massia a immédiatement hoché la tête. Isabla a souri et a dit, aussi sûre que tu es toujours notre mère. J'ai serré le stylo fort, le cœur battant la chamade. Puis je l'ai posé sur la table. Je me suis levée et j'ai dit d'une voix glaciale, alors parfait. Dorénavant, nous ne sommes plus mère et fils. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Les policiers ont fait irruption de 3 côtés. Arme au poing, regard glacial. L'agent d'achat s'est avancé et a dit d'une voix ferme, Massia Moral et Isabla Torres sont en état d'arrestation pour association de malfaiteurs et empoisonnement. Elle a brandi une feuille de papier et a lu à voix haute l'analyse du liquide contenu dans la bouteille trouvée dans la cuisine, confirmant la présence d'une seule substance inhibitrice du système nerveux. J'ai regardé Carla. Elle a légèrement hoché la tête, confirmant que la caméra cachée avait tout enregistré. Luisa, debout dans un coin, le regard rempli de détermination, avait remis la bouteille à la police plus tôt. Isabla s'est figée, le visage blême. Non, c'est impossible. A-t-elle crié, se débattant tandis qu'on lui passait les menottes. Massia, désespérée, s'est tournée vers moi. Que se passe-t-il, maman? Que fais-tu? J'ai sorti mon téléphone d'une voix calme mais sèche. Je protège juste ce que ton père a laissé derrière lui, et je me protège moi-même. Je me suis retournée et j'ai quitté la salle à manger sans me retourner. Les cris de Massia et Isabla résonnaient derrière moi, mais je n'y ai pas prêté attention. Carla marchait à côté de moi. Elle a posé une main sur mon épaule. « Vous avez été formidable, Sonora Elena », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mais le poids sur ma poitrine ne s'est pas allégé. Je ne ressentais aucune victoire, seulement un vide douloureux. En arrivant dans la cour, j'ai respiré profondément l'air frais de la nuit. Cela m'a un peu éclairci les idées. Dasha s'est approchée et a dit « On vous emmène au commissariat pour un interrogatoire. Reposez-vous. On vous recontactera plus tard. » Je l'ai remerciée et suis montée dans la voiture de police pour retourner à la pension. J'étais assise dans une petite pièce du commissariat de Monterrey. La lumière des néons rendait la pièce encore plus froide. Le bruit des chaises qui raclaient et les voix graves des enquêteurs résonnaient dans le couloir. L'interrogatoire de Massia et Isabla se déroulait dans 2 pièces séparées, mais je n'y participais pas. J'avais déjà remis toutes les preuves. Le document de Luisa, l'enregistrement de ma conversation avec Isabla et les documents qu'Amelia avait rassemblés sur ses tentatives de falsification de ma signature. L'agente d'achat me demanda d'attendre, l'assurant que tout était en ordre. J'acquiesçai, même si le poids en moi ne diminuait pas. Je ne voulais ni entendre les voix de Massia ni d'Isabla. Je ne voulais pas voir leur visage. Ce qu'ils avaient fait suffisait à effacer tout souvenir d'une famille autrefois heureuse. Amelia arriva avec une petite valise contenant les contrats originaux, des notes bouclées et l'inventaire des actifs de la chaîne de restaurants. Elle entra, les cheveux argentés attachés en arrière et d'une voix assurée. Elena n'a rien transféré. J'ai tout examiné attentivement,
mais nous devons tout sceller immédiatement pour éviter tout risque. J'acquiesçai, reconnaissante pour son dévouement. Nous avons collaboré avec un officier pour finaliser la procédure de scellement. Chaque signature qu'elle apposait sur les documents était comme la clôture d'un chapitre de ma vie. Un chapitre que je pensais laisser à Massia. Louisa fut appelée comme témoin. Elle entra lentement, mais le regard fixe devant Dasha et les enquêteurs. Elle raconta chaque détail. Comment elle avait entendu Massia et Isabla chuchoter dans la cuisine à propos du projet de mettre quelque chose dans le vin. Le jour où elle avait vu Isabla recevoir une bouteille d'un inconnu à l'entrée et comment elle avait rédigé à la hâte le mot pour me prévenir. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à les regarder s'en prendre à ce Nora Helena, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'un membre de sa famille vous trahit. Je la regardai, ressentant à la fois gratitude et douleur. Louisa, une inconnue, avait risqué plus pour moi que ma propre vie. Dasha m'annonça qu'elle bénéficierait d'une protection temporaire et d'un soutien pour ses démarches de résidence permanente en récompense de son courage. J'acquiesçai, soulagée qu'elle soit en sécurité. Mais Dasha me transmit un message de Massia. Il veut la voir. Il dit qu'il veut lui parler une dernière fois. Il dit qu'il est profondément désolé. Je secouai froidement la tête. Il avait 5 ans pour dire ça. Maintenant, je n'ai plus rien à écouter. Dasha n'insista pas. Elle hocha simplement la tête et s'éloigna. Je savais que je ne pouvais pas affronter Massia, non pas par colère, mais parce qu'elle craignait que le regarder dans les yeux ne me fasse à nouveau fondre. Pour me souvenir du garçon qui m'avait tenu la main dans l'ancienne cuisine. Isabla fut placée en détention provisoire. Détention. Dasha a déclaré être accusée de complot en vue d'empoisonner, de maltraitance envers les personnes âgées, de fraude successorale et de falsification de documents notariés. Si elle était reconnue coupable, elle encourait de 12 à 20 ans de prison, selon son degré de coopération. Massia était également détenu, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je voulais juste quitter cet endroit, loin des souvenirs qui m'étouffaient. Je suis rentrée à Guadalajara en bus de nuit, les lampadaires défilant devant la fenêtre comme des lignes floues. De retour chez moi, j'ai ouvert la porte et suis entrée dans la cuisine familiale. L'odeur du vieux bois et des épices séchées était toujours présente, mais l'atmosphère était plus calme que jamais. Je me suis dirigée vers le réfrigérateur et j'ai pris la photo que j'avais prise avec Massia lors de sa remise de diplôme. J'ai regardé son sourire, celui qui m'avait autrefois rempli de fierté, et j'ai mis la photo à sa place dans une petite boîte en bois. J'ai collé sur le réfrigérateur la photo de l'enseigne du premier restaurant que José et moi avions construit, avec le mot « famille ». La gravure sur bois était maintenant décolorée, mais toujours présente. Leesable. C'était ce dont j'avais besoin de me souvenir, ce qui méritait d'être préservé. Quelques jours plus tard, Dasha a rappelé, d'une voix grave mais sérieuse. Nous continuons de surveiller la situation. Le groupe de prêteurs derrière Massia ne s'est pas encore révélé. Je devrais être prudent. Je l'ai remercié, puis j'ai dit, je veux voir Louisa, celle qui m'a prévenue. Où est-elle? Dasha m'a donné l'adresse d'un appartement temporaire en périphérie de Monterrey, où Louisa était sous protection. Je l'ai notée, promettant de la remercier comme elle le méritait. Tôt un matin, je me suis rendue à la succursale de mon restaurant à Guadalajara. Louisa était déjà là. À mon invitation, relayée par Dasha, elle se tenait près de la porte, vêtue d'un simple pull, ses cheveux gris noués sur la nuque. Je me suis approchée en souriant. « Louisa, merci. » Elle a simplement hoché la tête avec un regard aimable. Je l'ai conduite à la cuisine du restaurant, où flottait un parfum d'arepa et de sauce tomate. J'ai sorti un trousseau de clés de garde-manger de mon sac et le lui ai donné. Personne n'est mieux placé pour s'occuper de cette cuisine que quelqu'un qui sait protéger les autres en silence, lui ai-je dit. Louisa m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Doña Elena, j'ai juste fait ce qu'il fallait, a-t-elle répondu d'une voix brisée. Nous nous sommes assis pour partager un petit déjeuner simple d'arepa. Des haricots cuits et du café noir. J'ai raconté à Louisa les débuts du restaurant, José, le rêve que nous avions construit ensemble. Elle m'écoutait, hochant la tête de temps en temps et souriant doucement tandis que je me remémorais les fois où j'avais brûlé un plat pour la première fois depuis des jours. J'ai ressenti un soulagement profond. Ce n'était pas parce que Massia ou Isabla étaient en prison, mais parce que j'avais trouvé un ami, quelqu'un qui comprenait la valeur de l'honnêteté. Je suis rentrée à la maison à la tombée de la nuit. La maison était encore silencieuse. Mais maintenant, je ne me sentais plus seule. J'ai allumé la radio. De la musique ranchera a commencé à jouer, me rappelant l'époque où José chantait en cuisinant. Je suis restée dans la cuisine. J'ai pris un de ces vieux verres à vin et j'ai versé un peu de tequila dans la petite bouteille qu'il gardait à la maison. J'ai levé le verre et murmuré,
José, je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? Puis j'ai bu une gorgée. La chaleur m'a apaisé l'esprit. Je savais que le combat n'était pas terminé, mais j'avais retrouvé mes forces, celles que je croyais. J'étais perdu depuis que Massia m'avait tourné le dos. J'étais assis dans le petit bureau d'Amélia, à Guadalajara. La lumière de la fenêtre éclairait le vieux bureau en bois, où une pile de documents était soigneusement disposée. Amélia me tendit un dossier. Sa voix était grave et ferme. Elena, voici la procuration pour la direction de la chaîne de restaurants. Le nouveau conseil d'administration est prêt. Ce sont des gens en qui j'ai confiance. J'ai tourné chaque page. Ma signature sur chaque feuille. C'était comme dire adieu aux années où José et moi avions travaillé sans relâche pour construire ce restaurant. Je n'ai gardé que 5% des parts, un geste symbolique, une façon de préserver un souvenir de ce temps révolu. Êtes-vous sûr qu'ils feront ça correctement? Ai-je demandé sans quitter les papiers des yeux. Amélia a hoché la tête. Ils ne la laisseront pas tomber. J'ai signé chaque trait lentement, puis j'ai tendu le dossier vers elle. Un chapitre de ma vie se terminait. J'ai appelé Luisa, qui était désormais assistante administrative régionale à Guadalajara. Venez au bureau du restaurant cet après-midi, lui ai-je dit. À son arrivée, je lui ai remis un manuel d'instruction et une nouvelle carte d'employé. Allez-vous suivre une formation supplémentaire en management? Ai-je demandé. Cette cuisine a besoin de quelqu'un comme vous. Luisa serra la carte, les yeux pétillants. Je ne vous laisserai pas tomber, Sonora Elena, a-t-elle répondu d'une voix brisée. J'ai souri et lui ai doucement tapoté la main. Luisa, ce n'était pas seulement la gouvernante. C'est elle qui m'a sauvé de la trahison. Les jours suivants, je me suis rendu dans chaque restaurant sans prévenir. Je voulais leur dire au revoir à ma façon. À chaque restaurant, je me suis assise avec les gérants, des gens qui travaillaient avec moi depuis des décennies. Nous n'avons pas organisé de grandes fêtes. Nous avons simplement partagé un repas simple préparé par le personnel lui-même, tacos au poisson, haricots mijotés et café noir bien chaud. Au dernier restaurant, je suis restée dans la cuisine à observer les jeunes cuisiniers, riants et bavardants. Ses mains rapides coupaient les légumes, cuisaient le pain. J'ai sorti de mon sac quelques petits pots de confiture que j'avais fait moi-même, chacun avec un mot. N'oubliez pas de garder l'amour dans la cuisine. Je les ai tendus à chaque gérant. Ils m'ont serré dans leurs bras, les yeux rouges. Sonora Elena, vous allez nous manquer, a dit l'un d'eux. J'ai hoché la tête sans rien ajouter, voulant chérir ce moment dans mon cœur. Une fois tout terminé, j'ai pris un bus longue distance sans prévenir personne. Mes bagages se résumaient à un vieux sac en cuir contenant quelques vêtements de rechange et la dernière bouteille de tequila de José. Le bus a traversé des champs arides, puis emprunté des routes côtières venteuses. Je suis descendu dans une petite ville près de Sayulita, dans l'état de Neyari, où la mer bleue s'étendait à perte de vue et où l'air sentait le sel. J'ai loué une cabane en bois avec un jardin planté de citronniers et une cuisine ouverte donnant sur les vagues. La propriétaire, une femme âgée à la peau foncée, m'a remis les clés et m'a dit « Tu vas aimer cet endroit. C'est très paisible. » J'ai hoché la tête, sentant une paix étrange et profonde s'installer en moi. Chaque matin, je me lève tôt et me rends à pied au marché aux poissons, le long de la côte. Je choisis des légumes frais, du poisson aux écailles encore brillantes et des citrons verts mûrs. De retour à la maison, je prépare des plats simples, du pain de maïs rôti au four en terre cuite, une soupe de poisson aromatique et un jus de citron vert aigre doux. J'ai décidé d'ouvrir une petite cuisine dans ma cabane en bois, sans enseigne ni publicité. C'est juste un endroit où les ouvriers, les pêcheurs et les femmes célibataires du quartier peuvent venir prendre un repas copieux à petit prix, voire gratuitement si elles n'ont pas d'argent. Les enfants du village ont commencé à appeler ma maison la maison de Doña Elena. Ils courent souvent dans la cour, agitent les mains et crient « Doña Elena, demain, je pourrai manger du pain de maïs. » Iesuris. J'acquiesce, et une étrange chaleur me monte au cœur. Un mois plus tard, j'ai reçu des nouvelles d'Amélia. Massia et Isabla avaient été formellement inculpés et attendaient leur procès. La presse a commencé à parler de l'affaire, la qualifiant de fraude à l'héritage de Monterrey. Je n'ai pas lu les journaux et je n'ai pas voulu en savoir plus. Je voulais juste oublier. Vivre ce qui me restait de vie sans l'ombre d'une trahison. Un après-midi, alors que je débarrassais la table dans la cour, une lettre est arrivée, portant l'écriture claire de Luisa sur l'enveloppe. « Merci de me faire confiance », écrivit-elle. « Grâce à toi, je ne suis plus seulement celle qui nettoie la cuisine. J'apprends à gérer. Et je promets de toujours garder sa cuisine pleine d'amour. » J'ai plié la lettre, souri, un peu fière. Luisa avait trouvé sa propre lumière. Tout comme je trouvais la mienne. Un jour, alors que le soleil adorait la mer, un sans-abri s'est approché.
Il était maigre, les vêtements usés, et il se tenait silencieux devant la terrasse. « Je n'ai pas d'argent. Je veux juste un bol de riz chaud, dit-il doucement. J'ai hoché la tête et l'ai invité à s'asseoir à la table en bois dehors. J'ai servi un bol de soupe de poisson fumante et ajouté un morceau de pain de maïs croustillant à côté. Il a mangé lentement, et ses yeux se sont illuminés en mordant dans le pain. « Merci, madame, » a-t-il dit d'une voix étranglée. J'ai souri sans rien lui demander et j'ai simplement dit « Venez demain aussi ». Il a hoché la tête et est parti, disparaissant dans la lumière du soir. Debout sur la terrasse, je regardais les vagues s'écraser sur le rivage. Au loin, j'entendais les rires des enfants se mêler au bruit du vent. Elena n'était plus la propriétaire d'une chaîne de restaurants, ni la mère de Massia. Elle était désormais Doña Elena, celle du village, celle qui cuisine des repas simples et ouvre sa porte à tous ceux qui ont besoin d'un endroit où se sentir chez eux. Je sais que le procès de Massia et Isabla sera bientôt terminé, mais l'issue ne m'intéresse pas. J'ai trouvé une nouvelle vie. Un nouveau signe, non pas gravé dans le bois, mais dans le cœur de ceux qui passent par ma cuisine chaque matin à Sayulita. Je me lève à l'aube qui pointe à peine, teintant d'or la mer scintillante. J'ouvre la porte de la cabane et sors sur la terrasse, respirant l'air salin mêlé au parfum des citronniers que j'ai à l'arrière. Aujourd'hui, comme chaque jour, je me prépare à ouvrir la cuisine. Je place un petit pot de fleurs à l'entrée, quelques marguerites sauvages cueillies au bord de la route. On les place dans un vieux vase en terre cuite. Les enfants du village passent en courant, pieds nus sur le sable, en me criant bonjour. Bonjour, Doña Elena. Iesuris. Je leur fais signe en retour et ressens la douce chaleur du soleil matinal. Ils m'appellent Doña Elena comme si j'avais toujours fait partie de ce lieu, même si je ne suis ici que depuis moins d'1 an. J'entre dans la cuisine et j'allume le petit four en terre cuite. Le crépitement du bois donne le rythme. La marmite de soupe aux os commence à bouillir. Son arôme se mêle à la légère fumée qui s'élève du feu. Je coupe des carottes, j'ajoute de l'oignon et de la coriandre, et je remue la soupe. Aujourd'hui, je vais aussi préparer du pain de maïs, un plat préféré des enfants du village. Je pétris la pâte avec les mains enfarinées, et cette sensation me rappelle les débuts du restaurant avec José. À l'époque aussi, nous faisions tout à la main, sans machine, sans précipitation, avec la seule joie de voir les clients savourer chaque bouchée. Un vieil homme du village, Don Miguel, marchait lentement avec sa canne. Il s'arrêta et me regarda tandis que je débarrassais les tables sur la terrasse. « Ton alliance est vieille, mais elle brille encore », dit-il en désignant l'anneau d'argent à mon doigt. « Pourquoi ne l'enlèves-tu pas ?» Je souris et caressai doucement l'anneau, déjà usé sur les bords mais encore brillant au soleil. « Parce que je n'ai jamais oublié mon mari, » répondis-je. Mais j'ai appris à oublier les choses qu'il n'aurait pas voulu que je garde à jamais dans mon cœur. Don Miguel hocha la tête comme s'il comprenait ce que je disais et continua son chemin, sa silhouette élancée disparaissant sur le chemin sablonneux à midi, tandis qu'il servait de la soupe à un groupe de pêcheurs qui passaient par là. Le facteur du village apparut, une lettre à la main. « Madame Elena. » Lettre du tribunal, dit-il en me tendant une enveloppe blanche scellée rouge. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et ouvris la lettre. C'était le résultat du procès de Massia et Isabla. Massia a été condamné à 18 ans de prison, sans réduction de peine, pour escroquerie intentionnelle envers un membre de sa famille. Isabla a été condamnée à 12 ans de prison, plus 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale après avoir purgé sa peine. La police élargissait également son enquête sur le réseau d'usuriers derrière cette affaire. Après avoir terminé ma lecture, j'ai plié la lettre, sans ressentir ni joie ni satisfaction. Seul un profond vide régnait en moi. Je suis entré dans la maison, j'ai ouvert la petite boîte en bois posée sur l'étagère du haut et j'ai placé la lettre à côté de la photo de mariage de Massia, des vieilles recettes de José et du mouchoir brodé que j'avais apporté à Monterrey. J'ai verrouillé la boîte et l'ai poussée dans un coin de l'étagère, comme pour clore un chapitre douloureux de ma vie. Quelques mois plus tard, Luisa est arrivée à Sayulita pour ses premières vacances. Elle était accompagnée de son petit-fils Juanito, un garçon plein de vie au sourire radieux. Je l'ai accueilli dans le patio et j'ai serré Luisa fort dans mes bras. « Vous êtes arrivés. » Entrez. J'ai préparé le dîner, dis-je en les conduisant vers la véranda, où j'avais dressé une table simple avec de la soupe de poisson, des tortillas de maïs et un pichet de jus de citron vert. Juanito courait sur la terrasse à la poursuite des chats errants, tandis que Luisa et moi discutions comme 2 vieilles amies. Elle me parla de son travail dans un restaurant à Guadalajara, des moments passés en cuisine à diriger de jeunes chefs, et de la fierté qu'elle ressentait à être nommée assistante de direction. « Vous m'avez donné l'opportunité de vivre différemment, » dit Luisa, les yeux brillants. Je lui pris la main et répondis, « Et vous m'avez donné l'opportunité de survivre. » Nous manguâmes, rîmes, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis comme une famille,
même si ce n'était pas par le sang. Louisa me fit part de ses projets. Elle voulait ouvrir un cours de cuisine pour les enfants pauvres de Guadalajara. J'acquiesçai et promis de l'aider à trouver un financement. Avec les bénéfices du restaurant. Juanito s'approcha, un brin de fleurs sauvages à la main, et me le tendit. Pour Sonora Elena, dit-il. Et il s'enfuit. Je contemplai la fleur avec une étrange chaleur au cœur. 2 femmes, autrefois employées et patronnes, partageaient désormais un repas sous le soleil marin. Lorsque Louisa et Juanito partirent en fin de journée, je restai sur le porche et ouvris mon vieux carnet. J'écrivis quelques lignes d'une écriture lente. On ne dit pas toujours mère celles qui ont des enfants, et celles qui n'ont pas le même sang que moi ne sont pas toutes des étrangères. J'avais perdu un enfant, mais je me suis retrouvée et j'ai trouvé des personnes qui m'aiment vraiment. Je refermai le carnet. Je le laissai sur la table et me levai pour contempler la mer. Une légère brise souffla, apportant le bruit régulier des vagues. Les rires des enfants dans la rue résonnaient toujours comme une chanson familière du village. Je retournai à la cuisine et commençai à préparer une nouvelle fournée de pâte à tortilla pour le lendemain. Du poisson frais acheté le matin même et un pichet de jus de fruits de la passion. Ma vie ne tournait plus autour des intrigues ou des intentions cachées. Elle était simple, pleine d'amour. Et maintenant, j'étais une mère différente. Non plus la mère de Massia, mais Madame Elena, d'une ville entière où j'ai trouvé la paix et un nouveau sens à ma vie. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur des faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais plutôt dans l'espoir que quelqu'un nous écoute et prenne le temps de réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence chez elles. Je suis vraiment curieuse. À ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de garder le silence pour préserver la paix? Ou oseriez-vous affronter la situation? Pour reprendre votre voix? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, sur le dernier écran, je vous laisse avec 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je vous assure qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.